Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on se penche sur une approche pédagogique assez novatrice qui a été testée dans un cours de maths de base au niveau collégial. Elle combine un MOOC, un cours en ligne, vous savez, ouvert et massif, sur les stratégies d'apprentissage avec des activités de groupe en présentiel. Et le tout est enrichi par des concepts de psychologie cognitive. Hmm. Et ça nous amène directement à la question centrale, cette espèce de fusion d'éléments MOOC, psycho de l'apprentissage, travail collaboratif. Est-ce que ça représente une stratégie pédagogique réellement efficace et surtout transposable pour améliorer la réussite en maths de rattrapage? Ou alors, est-ce que les bénéfices qu'on observe, qui sont rapportés surtout par les étudiants eux-mêmes, sont pas avant tout liés à leur perception, disons, positive et peut-être aux spécificités de l'étude pilote elle-même? Je vais défendre l'idée que ce modèle hybride, c'est une avancée prometteuse, vraiment capable de renforcer l'engagement et aussi les compétences métacognitives des étudiants. Et de mon côté, j'adopterai une perspective, disons, un peu plus mesurée. Je vais questionner la solidité des preuves d'efficacité et puis la généralisabilité de ces résultats positifs, parce qu'ils reposent quand même beaucoup sur le vécu subjectif des participants, et ça dans le cadre très particulier de cette expérimentation. Moi, je pense que cette étude pilote, elle illustre de manière assez convaincante les avantages synergiques de cette combinaison. D'un côté, le MOOC Learning How to Learn, il donne une base théorique solide sur les stratégies d'apprentissage efficaces. Et de l'autre, les activités de groupe structurées en classe, elles offrent un espace pour appliquer, pour le soutien mutuel, et ça renforce la motivation. Je trouve que c'est une réponse pertinente aux difficultés qu'on connaît bien dans les cours de maths de base. Les retours des étudiants sont vraiment frappants. Prenez Ali, par exemple, elle dit: «J'ai définitivement réappris à apprendre ce semestre et je réussis très bien. C'est comme si je passais à travers facilement.» Ça montre un changement perçu comme fondamental. Et au-delà de ce cas, les étudiants décrivent une connexion plus forte à leur apprentissage, une meilleure motivation, plus de confiance académique, et puis ce sentiment de communauté grâce au groupe. Kim, Jen, Tina le soulignent bien. Ils s'approprient aussi, et ça c'est intéressant, les concepts psychologiques, le chunking, l'alternance focus diffus, la gestion de la procrastination. Ils vont même jusqu'à créer leurs propres analogies pour les ancrer. Et ils disent utiliser ces méthodes dans d'autres cours. Ça suggère un transfert de compétences. D'ailleurs, cette approche, elle s'inscrit dans des recherches antérieures qui suggèrent le potentiel des MOOC, bon, même si la référence de Mangan 2013 porte sur une autre initiative, et surtout l'efficacité prouvée du travail de groupe pour l'engagement. Le format hybride ici, il semble bien aider à contourner le problème des faibles taux d'achèvement des MOOC, en créant un cadre social plus motivant. Je comprends l'enthousiasme face à ces témoignages. Ils sont inspirants, c'est vrai. Mais il me semble quand même essentiel de regarder la méthodologie avec un œil, disons, critique. Si l'expérience rapportée est positive, l'étude elle a des limites importantes. Et ça tempère fortement les conclusions sur l'efficacité intrinsèque et la reproductibilité du modèle. Les bénéfices qu'on met en avant, ils sont avant tout subjectifs. Ils sont basés sur les perceptions des étudiants recueillies dans une discussion de groupe à la fin du semestre. Bon. Ça mesure le ressenti, l'appréciation, oui, mais ça ne quantifie pas une amélioration objective des compétences en mathématiques. Et ces données autorapportées, par nature, elles sont vulnérables au biais. Le biais de désirabilité sociale, par exemple. En plus, l'échantillon, il est vraiment très limité. 22 étudiants. Dans un seul établissement à Community College rural, il n'y a pas de groupe contrôle. On ne peut pas comparer les résultats de ce groupe pilote, taux de réussite, notes, avec ceux d'étudiants qui suivent un parcours traditionnel. Il n'y a pas non plus de mesures claires, pré-post-intervention sur les compétences en maths pour évaluer une progression objective. La question des faibles taux d'achèvement des MOOC, que les auteurs citent eux-mêmes d'ailleurs, elle n'est pas réglée de manière probante ici. On ne sait pas vraiment si le format hybride a amélioré ce point de façon quantifiable. Enfin, et c'est peut-être le plus problématique méthodologiquement, il est impossible d'isoler l'effet spécifique du MOOC, Learning How to Learn. Plusieurs facteurs sont confondus. Il y a le cours complémentaire Math Success, qui compte pour 20% de la note. Il y a le manuel d'eau-clé. Il y a l'enseignement par une prof de psycho. Et puis l'importance donnée au travail de groupe en présentiel. L'amélioration perçue, elle pourrait très bien venir de n'importe lequel de ces éléments ou de leur combinaison sans que le MOOC lui-même joue le rôle déterminant qu'on lui prête. La référence au triplement des taux de réussite de Mangan 2013, c'est une analogie, mais ça concerne une autre initiative. Ça ne prouve rien pour ce dispositif. Vous soulevez des limites méthodologiques, oui, c'est indéniable. Euh, Toutefois, je pense qu'il ne faut pas balayer trop vite la valeur des perceptions étudiantes.
La motivation, la confiance en soi, le sentiment d'efficacité personnelle, ce sont des composantes mais vraiment essentielles de la réussite scolaire. Surtout dans des matières comme les maths, qui sont réputées difficiles. Quand des étudiants comme Cara décrivent qu'elles abandonnent de vieilles habitudes d'études inefficaces, ou que Whitney explique comment elle applique le chunking malgré un emploi du temps de ministre, ou encore Connie et Emily qui apprennent à gérer leur frustration grâce au mode diffus, ce ne sont pas juste des anecdotes, quoi. Ce sont des indicateurs d'une vraie transformation des habitudes de travail, des stratégies métacognitives. Ils ne disent pas juste « on a bien aimé », ils expliquent comment ils abordent l'apprentissage différemment. N'est-ce pas là un gain considérable, particulièrement pour des étudiants qui étaient en difficulté au départ? Je reconnais tout à fait l'importance de l'expérience étudiante et de l'acquisition de stratégies d'apprentissage, bien sûr. Cependant, cet enthousiasme, il peut aussi s'expliquer par d'autres facteurs. Il pourrait y avoir un effet de nouveauté, tout simplement, lié à l'approche pédagogique elle-même, ou même un effet Hawthorne potentiel, vous savez, cette modification du comportement juste parce qu'on se sait observer ou qu'on fait partie d'une expérience spéciale, avec une attention accrue des chercheurs-instructeurs. Sans données comparatives objectives sur les performances en maths, par exemple, une analyse des notes finales ou des taux de passage comparés à un groupe témoin qui suit un enseignement standard, eh bien, on ne peut pas affirmer que cette méthode est intrinsèquement plus efficace pour l'apprentissage des maths. Elle est appréciée, oui, certainement, mais est-elle supérieure en termes de résultats mesurables? L'étude, elle, ne nous fournit pas cette preuve. D'accord, sur la nécessité de preuves complémentaires. Mais si on s'attarde un instant sur l'apport spécifique du MOOC Learning How to Learn, ce n'est pas juste une ressource en ligne lambda. C'est un cours qui est massivement suivi, reconnu internationalement. L'étude cite même une évaluation antérieure Kempanen et al. 2016 qui indique des bénéfices sur l'apprentissage en profondeur pour ceux qui le terminent. Il offre un contenu qui est structuré, qui est validé, basé sur la recherche en neurosciences, en psychologie cognitive et accessible de manière flexible. Pour des étudiants de communauté collège, l'exposition à une plateforme d'apprentissage de cette nature, ça peut aussi être une expérience enrichissante en soi. Ça développe leur autonomie numérique. Alors, je ne conteste pas la qualité intrinsèque du MOOC Learning How to Learn, entendons-nous bien. Mon interrogation porte sur sa nécessité et sa valeur ajoutée dans ce dispositif précis. Les concepts clés, le chunking, les modes diffus, focalisés, etc., est-ce qu'on n'aurait pas pu les transmettre efficacement via le manuel Douclet ou via des ateliers en classe dirigés par l'enseignante ou d'autres ressources pédagogiques? Le fait que la complétion du MOOC compte pour 30% de la note du cours Maths Success, c'est une incitation externe forte à le suivre. C'est une stratégie, oui, pour pallier les faibles taux d'achèvement habituels des MOOC, mais ça ne démontre pas sa supériorité pédagogique intrinsèque par rapport à d'autres modalités. L'étude ne nous permet pas de distinguer l'impact réel du contenu du MOOC de l'impact de l'obligation de le suivre pour avoir une bonne note. Quelle est la plus-value spécifique qui est démontrée ici par rapport à des interventions plus classiques sur les méthodes de travail? Je vois la nuance, oui. Cependant, je persiste à croire que c'est la combinaison des éléments qui fait la force du modèle. Essayer d'isoler chaque composante, ça pourrait nous faire manquer l'essentiel. La synergie. Le MOOC, il apporte le contenu théorique, les stratégies, de manière flexible. Le travail de groupe en présentiel, et Tinan dit bien, elle apprécie d'apprendre entre pairs sans être intimidée. Il offre le cadre pour l'application, la discussion, le renforcement mutuel, et il crée une communauté d'apprenants. Le MOOC tout seul, il risquerait d'être trop abstrait ou trop solitaire pour certains. Le travail de groupe seul, il pourrait manquer de cette base théorique structurée sur comment apprendre. C'est vraiment l'articulation des deux, d'après ce que disent les étudiants, qui semble générer cet engagement et ces changements de pratique. Je suis entièrement d'accord sur l'importance cruciale du travail de groupe et de l'encadrement en présentiel. Les recherches citées le confirment largement, vous l'avez dit, mais ça renforce mon questionnement justement. Si ces éléments en présentiel, la collaboration, les discussions animées par une enseignante investie, sont si déterminants, est-ce qu'ils ne pourraient pas être la principale source des bénéfices qu'on observe? Dans cette hypothèse, la contribution spécifique du MOOC deviendrait plus incertaine, peut-être même secondaire. L'étude ne permet pas de trancher ce point. Et puis, il y a le contexte. Le succès rapporté, il l'a été dans un contexte très, très particulier. Un petit groupe de 22 étudiants, dans un collège rural, avec des instructeurs qui sont aussi les chercheurs. Ça soulève une question majeure de reproductibilité. Est-ce que ce modèle fonctionnerait aussi bien dans une grande université urbaine, avec des cohortes bien plus importantes et des enseignants moins directement impliqués dans mon projet de recherche initial?
L'effet contexte est potentiellement très fort ici. C'est une question légitime, oui, concernant la généralisation et la mise à l'échelle. Euh, Cependant, je vois cette étude avant tout comme une preuve de concept, une preuve encourageante. Elle démontre qu'il est possible d'intégrer de manière cohérente la technologie, le MOOC, la psychologie cognitive appliquée et la pédagogie active, le travail de groupe, et que cette intégration peut susciter un engagement renouvelé, perçu comme bénéfique par les étudiants eux-mêmes. Les principes sous-jacents, enseigner explicitement comment apprendre, favoriser la collaboration, utiliser la technologie de manière réfléchie, ça me semble avoir une pertinence qui dépasse largement le cadre de ce pilote. Le fait que les étudiants disent appliquer ces stratégies dans d'autres domaines d'études, c'est quand même un indice fort de la valeur qu'ils y perçoivent et du potentiel de transfert. Encourageant, preuve de concept, oui, ce sont des termes justes, mais il ne faut pas les confondre avec prouvé efficace ou prêt à être généralisé. La prudence reste de mise, je crois. D'ailleurs, les auteurs de l'étude eux-mêmes, ils concluent en appelant à des recherches futures plus robustes, avec des méthodologies comparatives, groupe contrôle et des mesures objectives des compétences, avant d'envisager une adoption plus large de ce modèle. L'enthousiasme initial, même s'il est basé sur des retours étudiants positifs, il doit être confronté à une évaluation rigoureuse de l'efficacité réelle et durable. Passer d'une expérimentation locale réussie à une solution pédagogique éprouvée et scalable, c'est une étape complexe qui n'a pas encore été franchie ici. Bon, pour conclure, je maintiens de cette approche hybride qui articule un MOOC sur l'apprentissage et un travail collaboratif en classe, eh bien, ça représente une piste d'innovation pleine de potentiel pour l'enseignement des maths, de base. Les témoignages, qui sont quand même convergents, des étudiants sur leur motivation accrue, leur confiance renforcée et l'adoption de nouvelles stratégies d'études, tout ça suggère un impact positif réel sur leur rapport à l'apprentissage et leur méthode de travail. C'est une voie précieuse à explorer plus avant. En synthèse, oui, tout en reconnaissant la valeur de ces retours étudiants positifs et l'importance d'enseigner des stratégies d'apprentissage, de cultiver l'entraide, je souligne que cette étude pilote, de par ses limites méthodologiques, absence de comparaison, subjectivité des données, échantillons restreints, facteurs confondus, et son contexte spécifique, ne fournit pas de preuves solides de l'efficacité supérieure ou de la généralisabilité du modèle combinant spécifiquement le MOOC avec le travail de groupe. La contribution relative de chaque élément reste floue, et les bénéfices sont surtout d'ordre perceptuel à ce stade. Nous sommes donc d'accord sur la nécessité d'innover dans ce domaine difficile des mathématiques de base et sur l'intérêt certain d'intégrer des éléments de psychologie de l'apprentissage et des méthodes collaboratives. Tout à fait. Notre divergence porte principalement sur l'interprétation de la force probante de cette étude spécifique pour valider l'efficacité et la transférabilité du montage précis, qui utilise le MOOC, Learning How to Learn, en tandem avec le travail de groupe. L'examen de perspectives distinctes sur cette expérimentation est donc utile, je pense, et comme le recommandent d'ailleurs les auteurs, des recherches complémentaires qui adopteraient des méthodologies plus rigoureuses sont clairement nécessaires pour évaluer objectivement l'impact réel et le potentiel de déploiement de telles approches hybrides. En effet, le matériel source qu'on analysait aujourd'hui y met bien en lumière la complexité de l'évaluation des innovations pédagogiques. Il faut savoir apprécier les retours qualitatifs des participants, bien sûr, tout en maintenant une exigence de preuve d'efficacité plus objective, et en considérant attentivement les conditions de reproductibilité avant de conclure à la supériorité d'un modèle.